Bonsoir monsieur et jeune Bouboté. Oui. En tout cas, merci de nous accorder ce petit moment d'entretien avec toi. On est là dans le cadre de notre émission Feu Vert, toujours dans le souci d'informer ceux qui nous suivent. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut dire que tu es docteur en psychologie, psychologue et thérapeute. Oui. Alors, ça valait vraiment le coup de venir à ta rencontre parce que nous avons pas mal d'informations, enfin pas mal de questions à te poser et à toi de nous informer. Est-ce que tu peux quand même te présenter en mieux, voilà, que les gens comprennent psychologue, thérapeute, de quoi s'agit-il exactement? Merci beaucoup. Merci de cette présentation que tu viens de faire à mon égard, à mon sujet. Je voudrais commencer par dire que j'ai suivi quelques... Je ne vais pas dire que j'ai tout suivi de cette émission, mais j'ai suivi quelques interviews que tu as données à des compatriotes, à d'autres personnes, et j'ai trouvé cela très bon et très pro. C'est rare de trouver des compatriotes, en tout cas des Congolais, qui traitent des sujets sérieux. Et cela m'a fait plaisir, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de venir répondre à tes questions. Pour parler de moi, donc je suis Eugène Bouboté, Eugène Tondo Bouboté. Mon Tondo, c'est mon nom de famille. Okay. Voilà. Je suis donc docteur en psychologie, psychologue, thérapeute EMDR. Il faut le signifier parce que c'est là, c'est ce sigle qui cache un peu tout, qui renferme un peu tout. EMDR. EMDR, c'est pas mort de rire. Ah oui, oui, parce que je suppose que tu pensais à ça. Voilà, exactement. C'est EMDR. Voilà. C'est un sigle américain qui signifie Eyes Movements, Desensitization and Reprocessing. En fait, c'est la nouvelle médecine des émotions. Voilà. J'utilise cet outil, c'est un outil très puissant pour traiter la dépression, le stress, l'anxiété, les phobies, les traumatismes psychiques, sans psychanalyse, j'allais dire, sans médicaments. Et je guéris. Quand j'ai dit je m'approprie cet outil, il y a plusieurs en France, il y a plusieurs thérapeutes maintenant qui utilisent. Quand j'étais formé en 2004, moi, nous étions à peu près entre 250 et 300 thérapeutes. Maintenant, il y a des milliers de thérapeutes en France. Voilà, nous utilisons cet outil qui est très puissant et nous traitons des traumatismes, tous les traumatismes psychiques. J'ai traité même des phobies. Et j'ai guéri des personnes qui ont eu des phobies. Je disais que c'est très intéressant, on va en arriver là, à ce que tu viens d'aborder. Mais avant de devenir la personne que tu es dans ta fonction, dans ta profession, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle a été ta motivation? Qu'est-ce qui t'a passionné pour que tu choisisses de devenir aujourd'hui psychologue? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet? D'où t'es-il venu? En réalité, psychologue, je ne l'ai pas choisi de moi-même, à vrai dire. Moi, je suis arrivé à Bordeaux en 1987, il y a 32 ans à peu près. En fait, j'étais venu pour faire médecine. Je pensais que j'allais être médecin. Bon, si tu veux que je rentre dans le secret de ma vie, je dirais que je suis fils de pasteur. Ah, d'accord. Je suis fils de pasteur et je ne sais pas si tu connais, pasteur de l'église évangélique du Congo. Et dans cette église évangélique du Congo, il y a des prophéties, des choses comme ça. Et à l'âge de 12 ans, un monsieur est venu à la maison parce que mes parents l'avaient invité et avait prédit sur moi un devenir de docteur. Donc, tout jeune, j'étais tout triomphant, tout content. Je me disais, je vais être docteur. Et au Congo, on a tendance à penser que docteur, c'est le médecin. D'accord, le médecin généraliste. Voilà. Donc, pour les Congolais, il me semble, à l'époque où j'étais au Congo, docteur, ça veut dire que j'allais être médecin. Mais je ne savais pas que l'Éternel, celui qui m'a créé, en qui je crois, avait prévu un destin de médecin, pas de médecin, mais de docteur. Et donc, quand je suis arrivé à Bordeaux, que je m'étais inscrit en faculté de médecine, j'ai eu un bac A littéraire avec des notes très intéressantes en philosophie. Et donc, la faculté de médecine m'a orienté
c'est la faculté de médecine qui m'a orienté en psychologie. Donc elle a refusé mon inscription en médecine et m'a orienté en psychologie. Donc c'est un peu cette faculté qui a fait mon destin en psychologie. J'ai ramé un peu en faculté de, de psychologie à Bordeaux, c'est pas facile. En fin de compte, puisque Dieu l'a voulu, je suis devenu psychologue. J'allais dire, puisque Dieu l'a voulu, je le suis devenu. Et donc du coup, tu soutiens ta thèse de doctorat, tu es reconnu docteur en psychologie, praticien psychologue, mais une fois que tu te lances dans ce boulot-là, dans ce travail-là, comment ça se passe, tes débuts? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? J'imagine que ça n'a pas été facile, hein, les premiers contacts avec tes patients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je voudrais te corriger un peu. C'est pas après avoir soutenu ma thèse de doctorat que je suis devenu praticien psychologue. C'est après avoir obtenu mon master, master 2 de psychologie, que après avec le stage, parce qu'en fait j'ai fait un master 2 de recherche. Avec le stage a validé le titre de psychologue. Et donc là, je n'étais pas encore docteur. D'accord. J'étais, je ne sais pas comment on appelle ça, j'avais un master de psychologie. Ah d'accord, donc avec ton master déjà, tu es autorisé d'être praticien. Oui, c'est le master qui autorise d'être praticien psychologue. D'accord, ok. Et donc, une bonne information que j'ai. Merci, merci de ce master 2 m'a permis d'être psychologue. Donc tout de suite, à l'issue de mon master, 2 mois après, je dirais, j'ai eu une fonction, j'ai eu un emploi. J'ai eu un emploi dans ce qu'on appelle un CESAD, c'est-à-dire un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. D'accord. J'allais voir mes jeunes patients, enfants, adolescents et leurs parents, à leur domicile, à leurs écoles, au lieu de vie. Et tout ça, ça se passe en France, à Bordeaux. Ça se passe en France, pas à Bordeaux, mais dans les Landes. D'accord, ok. Dans les Landes et précisément à Mont-de-Marsan et dans une petite ville qu'on appelle La Bouère. D'accord. Et on est dans la région d'Aquitaine. On est dans la région d'Aquitaine, exactement. Et donc je partais de Bordeaux parce que entre temps j'ai acheté ma maison à Bordeaux. Et donc je partais de Bordeaux vers les Landes pour aller travailler et je rentrais le week-end pour ma famille, mes enfants. Et donc voilà, j'ai commencé à exercer cette fonction de psychologue et ta question est bien. Parce que c'est très difficile quand on ne s'attend pas à travailler dans un domaine, dans une structure qu'on ne connaît pas. Exactement. Je suis rentré dans une structure de ce qu'on appelle l'Association des paralysés de France. Paralysés de France, c'est-à-dire des personnes vivant avec un handicap. Très bien. Handicap moteur. Oui. Et là, j'ai souffert. J'ai souffert d'être le réceptacle de toutes ces émotions, de toutes ces difficultés, de toutes ces histoires de vie. Je me rappelle encore, j'allais à Mont-de-Marsan est à 150 km de Bordeaux. Et donc le soir quand je rentrais à la maison, je me rappelle que j'avais des larmes qui coulaient toutes seules de mes yeux parce que j'avais entendu des choses qui, à cette époque-là, étaient inouïes, à mon sens. En tout cas, avec le poids, le petit poids de psychologue, jeune psychologue débutant que j'avais. Avec les années, je me suis exercé, je me suis expérimenté. Et j'ai pu contenir et j'ai pu prendre la fonction de psychologue. Et voilà, je peux dire avec une certaine fierté personnelle que j'ai réussi à devenir celui qui écoutait et qui donnait des réponses appropriées aux situations difficiles que vivaient les familles, les parents, les enfants dans cette situation de handicap. En tout cas, quand tu parles des enfants, je suis très touché. C'est des structures voilà, où je vais souvent dans le cadre de mes animations, bon, à titre personnel, hein, je fais de l'animation en milieu scolaire et même auprès des adultes. C'est vrai que apporter quelque chose, donner une vie à des jeunes, c'est sauver une société. Et ça, c'est très fort. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les rencontres avec tes patients ou, je sais pas, je dirais peut-être tes clients, comment ça se passe? Qui effectue la démarche? Est-ce que c'est le client qui vient vers toi? Comment les premiers contacts, comment sont-ils entrepris en fait? D'accord. Tu as peut-être un cabinet dans lequel tu exerces pour accueillir tes patients, tes clients. Comment tu pratiques exactement ton travail?
Alors, tu passes là de ce que je t'ai raconté à quelque chose qui est de ma pratique, ce qu'on appelle en France une pratique libérale. En fait, ça n'a rien à voir. Ce que je faisais avec l'Association de paralysie de France n'a rien à voir avec ce que je fais en libéral. Parce que c'est deux choses différentes. Donc ce que je t'ai raconté enfin, de façon laconique et ce que je faisais avec les parents, les enfants, les adolescents. Mais ce que je fais en libéral, c'est tout autre chose. Et c'est là qu'intervient l'outil EMDR dont je t'ai parlé. Voilà. Alors donc en fait, comment ça se passe avec les clients en EMDR? Donc je disais que EMDR c'est Eyes Movements, Desensitization and Reprocessing. Avec cet outil, je traite, comme j'ai dit, la dépression, le stress, l'anxiété, les phobies, les traumatismes psychiques. Je voudrais d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que c'est peut-être les traumatismes psychiques. C'est important pour ceux qui ne comprennent pas bien. Me semble-t-il. Lorsque, par exemple, on a vécu quelque chose de dramatique, alors je prends des exemples comme ça. Allez, je prends un exemple théorique. Freud explique le trauma de la façon suivante. Il parle d'une jeune fille qui a 5 ans. Cette jeune fille de 5 ans, elle marche dans la rue. Elle a 5 ans. Elle marche dans la rue et elle croise un vieil homme. Au cours du croisement, le vieil homme qui, je vais le dire maintenant, me semble-t-il, est pervers. Il fait passer sa main sur la fesse de la petite fille de 5 ans. La petite fille, donc il y a eu un croisement, donc chacun se retrouve d'un endroit et l'autre à un autre endroit. Ils se tournent l'un et l'autre pour se regarder. Ils se font un sourire. Et chacun continue son chemin. La petite fille de 5 ans ne comprend pas ce qui se passe. Ne comprend pas le contact de la main du vieil homme sur sa petite fesse. Sur son corps. Donc, ils s'en vont, chacun de son côté. Cette petite fille a 25 ans. Donc 20 ans après. Alors, j'ai oublié une précision. Cette petite fille est habillée d'une façon assez importante. Elle porte une robe blanche tachetée de fleurs rouges. Et donc, lorsqu'elle porte cette robe, c'est à ce moment-là que se passe la scène. Donc 20 ans plus tard, cette fille a 25 ans. C'est une dame. Elle s'apprête à rentrer dans une boucherie. Donc en rentrant dans la boucherie, de façon hasardeuse, elle croise un jeune homme. Elle croise un jeune homme à la porte de la boucherie et, j'allais dire malencontreusement, en passant, donc en balançant ses bras, le jeune homme effleure. La main du jeune homme effleure la cuisse de la jeune femme. Oh la pauvre, une fois de plus. Et là, il se passe un boom dans son cerveau. Il y a une explosion. Il y a une explosion dans le cerveau de la jeune dame. Elle rentre dans une dépression. Dans une dépression profonde. Alors la question que je pourrais te poser à toi, Six, par exemple, c'est pourquoi ou qu'est-ce qui fait la dépression de cette femme? Est-ce cette scène ou la scène antérieure? Je pense que la scène antérieure a également une influence sur ce qui se passe là dans l'immédiat. C'est surtout la scène antérieure. Parce que remonte à la surface ce qui s'est passé, ce qu'elle avait complètement enfoui dans son cerveau, remonte comme un magma du volcan et qui fait exploser la chose. Donc, c'est comme ça que Freud explique le trauma. Donc, moi, mes passions, je fais un peu le saut du coq à l'âne comme ça, mais ce n'est pas du coq à l'âne puisque je suis dans le même sujet. Mais mes passions viennent un peu parce qu'ils ont quelque chose de l'ordre du trauma.
quelque chose de l'ordre du trauma, quelque chose qui les tracasse, qu'ils aient compris, qu'ils aient conscience ou pas. En tout cas, ils sont dans une souffrance, quelque chose les tracasse. Ils ont vécu quelque chose de façon consciente ou de façon inconsciente. Et ils ont cette souffrance qu'ils traînent. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Et parfois, c'est eux-mêmes qui font la démarche vers moi. Et parfois, c'est quelqu'un de la famille, en tout cas de la proximité, qui a entendu parler de moi et qui leur en parle peut-être ou pas, et qui m'appelle, qui me demande de venir au secours, de venir à l'aide, comme ça. Et je demande toujours que ce soit la personne concernée qui prenne contact avec moi. Donc, je disais, est-ce que tu peux, je me permets, hein, sûrement que ça ne te dérange pas, tu es praticien, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cas que tu as eu à traiter? Parce que moi jusqu'ici, ok, j'entends des traumas, mais peut-être que tu en as d'autres, des cas mais vraiment que tu as eu à traiter. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, sans orgueil aucun, je peux dire que j'ai traité plusieurs centaines de situations. Je dirais plutôt plusieurs centaines. Des cas... Je pense à une jeune dame. Bon, je ne peux pas donner son identité. Non, on va taire les identités. En même temps, un prénom, ça ne veut rien dire. Voilà. Hein. Mais... C'est vraiment intéressant ce que tu es en train de développer. Alors, dis-moi un peu, est-ce que les phobies, est-ce que ça marche également avec ton instrument de travail? Comment ça se passe avec les phobies? Les phobies, alors... Bon, on ne va pas définir ici qu'est-ce que c'est les phobies, mais les phobies, ce sont des peurs imaginaires, comme ça, des choses... Alors, je vais te donner un exemple. Pour dire que ça marche, par hasard, j'ai découvert que avec cet outil EMDR, je pouvais guérir les phobies aussi. J'avais reçu... dans le cas de mon église, il y a une jeune femme, enfin, on a eu un repas, comme ça, entretien, et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'avais dit ce que je faisais dans le cadre de mon travail. Et il y a une jeune fille qui est venue me voir à la fin, en secret, on pourrait dire. Donc cette jeune femme est venue me voir un peu en secret, comme Nicodème qui va voir Jésus un peu en secret. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Oui, bien sûr. Voilà, okay, donc elle vient me voir, elle me dit, Eugène, est-ce que les phobies, ça marche? J'ai dit oui, ça marche les phobies. Elle me dit, mais est-ce que les TOC, ça peut marcher? Alors, TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif. Hein, on peut le définir comme ça. Je dis, sincèrement, les TOC, je n'ai jamais eu une patiente, un client souffrant de TOC. Mais si tu veux, on peut toujours essayer. Elle m'a dit, ah, moi je veux bien qu'on essaye. C'est une jeune dame qui avait un TOC assez spécifique parce qu'elle a reçu par héritage paternel. C'est-à-dire qu'elle était dans le ventre de sa mère quand la première fois son père a eu ce TOC. Le père est allé, ils sont allés chez la mère du père, donc la grand-mère de cette jeune femme, et puis ils ont découvert que le frère de ce père avait attrapé un virus de VIH. Et donc de là, le père est rentré dans une espèce de traumatisme. Il s'est lavé les mains et puis il n'en arrêtait plus. Il n'en arrête plus jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire. Hein. Et cette jeune femme, par transférence ou par héritage paternel, elle a pris ce toc de se laver les mains quand elle sort. Toutes les fois qu'elle revient, il faut elle pouvait se laver les mains 20 fois par jour pour se débarrasser de quelque chose qu'elle ne sait pas. Et donc, elle m'a fait part de ça. Et donc, je suis allé la voir et je sais qu'en 3 séances, elle s'est débarrassée de ce TOC. 3 séances comme ça. En 3 séances. 3 séances, c'est pour chercher exactement l'origine, pour vraiment préciser, pour trouver le bon cheminement. Et en 3 séances, cette jeune femme n'est plus possessive de ce TOC. Et elle était hyper contente, et moi encore plus, parce que je ne savais pas que dans cette boîte à outils, je pouvais guérir les TOC. Et vraiment, merci une fois de plus hein, de ce moment que tu nous accordes, j'apprends des choses. Tu as un parcours très excellent, mais... Merci. Ouais, ça je le dis. Dis-moi, est-ce que tu aurais des défis? Parce que j'imagine que voilà,
chaque jour, dans ta pratique, tu vis des choses, tu aurais certainement des défis. Et quels sont tes défis concrètement dans ta pratique professionnelle? Je ne sais pas si je dirais défi, hein, Six. Je parlerai d'ambition. Ambition, d'accord. Mes ambitions, bon alors, ça fait 32 ans que je vis en France. Je pourrais dire que je suis un peu fatigué. On va en rigoler, c'est mon âge. Hein. Je naissais alors que tu es arrivé en France. Ah bon, pardon, pardon. Mais c'est pas grave. D'accord. Je suis un peu fatigué. Oui. Je dirais un peu, parce que de toute façon, je suis obligé de vivre là. Voilà. J'ai ma maison là, j'ai mes enfants qui sont nés là, j'ai ma femme qui n'est pas forcément congolaise, qui n'est pas du Congo-Brazzaville d'origine. Donc je suis aussi donc français. Mais mon défi, c'est le fait d'être fatigué de vivre en France et après avoir perdu mes parents. J'ai l'impression que le Congo, ma terre natale, m'appelle. Et alors, je sais que des traumatismes psychiques, il y en a pléthore au Congo. D'ailleurs, toutes les fois que je vais au Congo, je soigne 1, 2, 3, 4 personnes. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je pars pour des missions bien précises, mais mon défi, si on peut parler de défi, ou bien mon ambition serait de m'installer à Brazzaville, d'ouvrir un cabinet de traitement et de soins psychiques pour guérir les traumatismes, pour guérir tout. Parce que nous savons tous qu'il s'est passé des choses assez fortes, assez dramatiques, assez traumatisantes pendant ces dernières décennies au Congo-Brazzaville. Et donc, mon défi, si tu parles de défi, en tout cas mon ambition c'était celle-là. Il y a des psychologues. Bon, je sais qu'en France, nous ne sommes pas très nombreux originaires du Congo-Brazzaville à être psychologues. Bon, j'ai des amis, des collègues, mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils valent. C'est très prétentieux de le dire, mais pardon. Mais il me semble qu'il y a besoin de psychologie à Brazzaville et dans le Congo-Brazzaville, dans toute l'Afrique d'ailleurs. Tous mes projets sont dans ce sens-là. Je sais que en ayant guéri, en ayant traité des sujets au Congo-Brazzaville, le besoin est grand. Mais peut-être que les personnes là-bas ne savent pas spécifier leurs douleurs, leurs besoins, ne savent pas ce dont ils souffrent, ne savent pas comment identifier la chose. Et donc peut-être qu'il faudrait faire une sorte de campagne, peut-être téléviser, les médias et tout ça. Je suis en train de chuter sur la question que je devrais, voilà. Je devrais te poser. Voilà, et pour expliquer que bah voilà, si vous avez vécu quelque chose de ce genre, sachez que ceci, ça peut être un traumatisme psychique, on peut guérir ça, vous n'allez pas vivre éternellement. Parce que même en France, il y a des personnes qui ont un certain âge, qui ont vécu des choses, et qui se disent mais ça y est, avec mon âge, ben, c'est foutu, je vais mourir comme ça. Mais non! J'ai guéri des personnes qui avaient un certain âge, la soixantaine, 70 ans, 80 ans, qui avaient des éléments traumatiques enfouis dans leur cerveau. Donc voilà, qui refoulaient des choses comme ça. Et voilà, j'ai guéri. Et au Congo, en Afrique en particulier, ou là j'allais dire en général, la question de la psychologie, elle est un peu... comment, méconnue. Effectivement. Alors, permets-moi de t'interrompre un instant. J'ai une question, effectivement, hein, parce que je viens d'où tu viens, originaire du Congo, et je sais qu'en ayant beaucoup côtoyé le milieu africain, on a un autre regard sur voilà, ce que c'est le psychologue. En général, on dit « Oh, l'Africain, il ne va pas aller voir un psychologue parce qu'il est stressé, il n'en a pas besoin, il sait gérer ses soucis. » Lui-même, l'Africain, il n'a pas besoin d'aller voir. Et même, on minimise parfois l'apport d'un psychiatre, l'impact. Donc, tu vois, là, je me permets de dire et psychologue et psychiatre, je vous mets un peu dans la même, tout à fait. dans le même boîtier, dans le même domaine. Ouais. Mais vraiment pour expliquer à quel point les Africains que nous sommes, nous minimisons l'importance
de ce métier que vous pratiquez, l'apport qu'il peut avoir dans nos vies. Aujourd'hui, d'où nous venons, le Congo d'où je viens, comme toi bien sûr, nous avons connu beaucoup de traumatismes, pour ne citer que les guerres civiles. Exactement. Avec voilà, tout ce que nous avons connu a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent plus dans une tranquillité, mais qui ne sont plus zen. Je vais prendre un exemple tout bête. On est ici en France, et chaque fois qu'il y a un gros événement, qu'il y a des feux d'artifice, moi j'en connais des gens qui sont tout de suite pris de peur dès qu'ils entendent un boum boum. Et ça rappelle qu'on a connu des traumatismes dans nos pays. Voilà, pour ne prendre que cet exemple-là. Chaque fois que tu vas au pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais ta démarche vers ces personnes-là, ou ces personnes-là vers toi, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation qui se fait assez régulièrement? Parce qu'il y a vraiment ce grand besoin-là. Donc parle-nous un peu de ton projet concrètement au Congo, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui minimisent l'importance de ce que tu pratiques comme travail? Minimiser la psychologie, c'est dommage. Ça montre un peu le retard que nous avons dans certains domaines, dont celui de cette médecine des émotions. Parce que même si il est vrai que l'Afrique et en général, le Congo en particulier, nous avons misé un peu les relations dans le sens de la communautarité. C'est-à-dire que contrairement à l'Occident où la personne vit pour elle-même, elle vit de façon singulière, nous en Afrique et au Congo, nous vivons de façon communautaire. Et c'est là où la notion de l'espace psychique, elle est très importante, elle est bien développée chez nous, sans que nous le sachions d'ailleurs. Et le savoir n'est pas aussi important que ça. Parce que lorsque un enfant ou une famille vit ce qu'on appelle aussi ici dans un contexte systémique, voilà, l'enfant va à l'école, va jouer, la journée se passe, le papa va travailler, la maman va au champ, comme ça. Et le soir, tout le monde rentre et chacun vient raconter un peu ce qu'il a fait dans la journée, et tout se traite là dans la famille. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle en psychologie l'espace psychique. C'est-à-dire que tout ce que chacun a vécu vient se résoudre, se régler là dans la maison, dans le milieu familial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Ça tombe à pic, ça tombe, c'est de bon escient. Et donc, au Congo, on minimise à tort l'importance ou l'impact de la psychologie. C'est certainement parce qu'on ne connaît pas les bienfaits ou parce qu'on ne connaît pas les effets de ce qu'on peut avoir vécu. En tout cas, depuis quelques décennies, les populations ont vécu des choses assez dramatiques, mais ces populations pensent que en s'entretenant entre elles, les choses peuvent se résoudre. Je pense que non. Je pense qu'il y a refoulement. Il y a refoulement parce que la personne ingurgite et le cerveau enferme les détails, en tout cas les éléments traumatiques, et les enferme dans ce qu'on appelle l'amygdale. Dans le cerveau, il y a une partie ancienne, très ancienne, qui s'appelle l'amygdale, et qui enferme, un peu, qui emprisonne les éléments négatifs vécus, les éléments traumatiques. Quand tu as vécu quelque chose de positif, par exemple, si je te demandais il y a 5 ans, qu'est-ce que tu as fait de positif, tu oublieras. Il y a 5 ans, qu'est-ce que tu as fait de positif, de bien, tu risques d'oublier parce que ça s'est envolé, c'était tellement tranquille, simple, gentil, léger. Par contre, si je te demandais, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu as vécu de difficile, là, ça ressort de suite. Parce que ça t'a plombé. C'est du plomb, c'est lourd. C'est resté là et l'amygdale l'a enfermé. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux populations de façon très brève, pour leur faire comprendre que s'ils vivent des choses difficiles, c'est que comment dire, les effets, en tout cas les signaux, la lourdeur, le traumatisme est là enfermé. Et quand ils sont dans l'inconscient, dans le sommeil, dans l'endormissement, quand ils sont tout seuls, et là, ça remonte. Ça remonte et ça les fait souffrir. Ils peuvent pleurer, ils peuvent faire des cauchemars, ils peuvent faire voilà, ce qu'on appelle un peu l'après-coup.
Voilà. Et donc c'est ça que je soigne. Et il faut préciser que je soigne, je disais le EMDR en sigle, ça voulait dire Eyes, Movements, Desensitization and Reprocessing. C'est-à-dire que, en français, on pourrait dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, les mouvements des yeux. Je fais tourner les yeux, je fais bouger les yeux, et en faisant bouger les yeux, ça guérit ce traumatisme-là. C'est un peu comme quand on dort la nuit, je ne sais pas, alors le sommeil a 4 stades. On parle des stades de sommeil. Il y a premier stade, deuxième stade, troisième stade et quatrième stade. Donc quand on dort, on fait des cycles comme ça, on passe de la 4, comme un peu en voiture. La première à la quatrième, chaque fois. Et ça se passe, on recommence le cycle. Et comme ça, lorsqu'on a... C'est aussi le plaisir d'être au bord des rails. Lorsqu'on arrive à la 4e vitesse, on rentre dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est-à-dire la phase où le sommeil est paradoxalement profond et léger. Et c'est là où le cerveau traite toutes les informations de la journée. C'est là où il y a la restauration. Voilà. Et donc la technique que j'utilise va dans le même sens, emploie la même nomenclature, ou en tout cas le même fonctionnement. Ce que j'aimerais, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce sujet, c'est que, sachant que des compatriotes ont vécu des choses dramatiques, hein, comme tu venais de le signaler tout à l'heure, moi je lance un défi à ces compatriotes qui ont vécu des choses lourdes, dramatiques, mais vraiment traumatiques, de venir me voir. Hein. Moi, je prendrai 1, 2 ou 3 personnes, un peu en guise d'expérience, pour leur montrer, ou pour qu'ils fassent témoignage, qu'ils rendent témoignage aux autres. Des gens qui ont des traumatismes bien précis, et qui viennent me voir, et je les guérirai. Et puis ils diront aux autres que oui, Eugène Bouboté vraiment est psychologue, il guérit les traumatismes psychiques. Ben, sinon, pour revenir à ta question, voilà, j'ai beaucoup de partenaires en France, mais au Congo, c'est encore le début. C'est encore le début. Hein, c'est encore le début. J'aimerais me faire un nom, me faire une place, me faire... voilà. En tout cas, je le souhaite vivement parce que, bon, c'est pas que je minimise l'apport que ton boulot a ici en France, en Europe, mais c'est que dans nos pays, des spécialistes comme toi, il en manque. Et le besoin est vraiment énorme. Alors, je souhaite vraiment que tu puisses avoir voilà, tous ces contacts qui te permettront de bien exercer, mais dignement, ce boulot au Congo pour sauver des vies. Sauver des vies, parce qu'il y en a qui meurent de ces traumatismes-là. La mort, je t'interromps, pardon, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. La mort n'est ce qu'on appelle, en tout cas, dans ces trains, n'en finissent point. Ce que moi j'appelle la mort, c'est pas seulement la mort physique, c'est pas seulement la finitude, mais la mort, elle peut être psychologique. Bien sûr. Quand psychologiquement on est complètement englouti dans quelque chose qui nous empêche de vivre, c'est ça la mort. Exactement. Aussi. Hein, la mort psychique, la mort psychologique, quand on a vécu quelque chose qui nous empoisonne la vie, on est mort. On ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, on peut ressusciter. Et cette technique révolutionnaire consiste à guérir, et à ressusciter toutes ces personnes qui sont, j'allais dire, entre guillemets, hein, je prends les gants pour le dire, qui sont mortes psychologiquement parce que souffrant de traumatismes psychiques. Et sans t'interrompre longtemps, je dirais toutes ces personnes qui sont mortes mais vivantes, pour la simple raison qu'elles marchent, mais psychologiquement, elles sont mortes. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, elles sont mortes, pas de façon définitive, parce que si elles le désirent, nous sommes là, je suis là, je peux être là pour apporter... Je ne me prends pas pour Jésus. Non. Écoute, loin de là, pardon. Tu as un savoir que tu mets à la disposition de ceux qui en ont besoin. Exactement. Il faut en parler. Tout à fait. Moi, si j'insiste là-dessus, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes
pourraient avoir besoin de, voilà, de ton savoir pour vivre une vie digne. Mais aujourd'hui, alors, excuse-moi, je me permets, hein, oui. tu me dis si ça ne te dérange pas. Si sur la place de Bordeaux, en France, ou même au Congo, des gens aimeraient te contacter parce qu'ils ont des soucis, comment cela se passe-t-il? Y a-t-il un numéro de téléphone, une adresse? Comment ça se passe? Alors une adresse, je ne sais pas, mais il y a un numéro de téléphone. Hein. Oui. Ici, à Bordeaux, il y a un numéro de téléphone. Ils peuvent me joindre au 06 15 17 87 54. Ça, c'est le contact par lequel ils peuvent me joindre. Alors, si au Congo... Au Congo, oui, parce qu'il faut dire qu'au Congo, on nous suit également. Hein. On nous suit également. Voilà. Donc, au Congo, on peut me joindre au 06 450 81 33. 06 450 81 33. On peut aussi me joindre, parce qu'il y a deux styles de forfait au Congo. Oui. On peut me joindre aussi au 04 057 56 23. Tonton est jeune, je me permets de t'appeler ainsi parce que voilà, tu es un tonton, hein, tu sais, on a notre culture en Afrique. Ouais. C'est tellement intéressant de t'écouter que j'aimerais encore poursuivre cette émission avec toi. Mais voilà, on va chuter là pour le mot de la fin. Ouais. Quel est le message que tu peux adresser à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui ignorent simplement ce que le psychologue que tu es, le praticien que tu es, pourrait apporter dans leur vie? Alors, je partirai d'une expérience personnelle. Moi, je le savais depuis mon adolescence que lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, ou plutôt avant que je ne sois conçu, ma mère avait fait une fausse couche. Donc, je suis né avec une peur du mort. On sait ce que c'est au Congo, même en France, que d'avoir peur du mort. Quand on voit un corps vraiment complètement traumatisé. J'ai vécu ça pendant 40 ans. Jusqu'à l'âge de 40 ans, je craignais. Quand je voyais un corps, j'étais vraiment dans tous mes états. Et j'ai été soigné par cette technique quand je suis allé dans la formation à Paris. Et depuis, je suis devenu le porte-parole de cette technique. Moi-même ayant été soigné par cette technique. Et maintenant, je sais que pour avoir pratiqué, j'ai travaillé en maison de retraite et je sais que des filles avec lesquelles je travaillais, des infirmières, ont voulu peut-être me tester. Elles m'ont fait dormir dans la chambre voisine de celle dans laquelle il y avait un corps. Et c'est elles qui avaient peur et non pas moi. Donc je suis complètement gaillardi, rassénéré par rapport à cet état de fait. Donc je dirais, chers compatriotes, chers tous, que vous soyez congolais ou pas, peu importe, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, sans orgueil aucun, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Les questions financières et tout ça, mettez-les à côté. Mais mon but à moi, c'est de vous aider à retrouver votre vous-même, votre soi en vous, votre intégrité psychique. Donc appelez-moi si vous voulez, hein. Je ne vous force pas du tout. Appelez-moi au 06 15 17 87 54 et puis nous aurons une séance d'anamnèse où vous me direz qu'est-ce que c'est votre problème, vous me raconterez votre histoire de vie et moi je vous dirai si je peux traiter ou pas. C'est déjà ça. Je n'ai pas la prétention de tout traiter, mais je vous dirai si ça rentre dans le cadre de cette technique. Et en général, ça rentre toujours. Mais voilà, les situations ne sont pas les mêmes. Donc appelez-moi et puis moi, je me ferai le plaisir de vous aider à retrouver votre intégrité psychique. Voilà ce que je peux dire.